Sceptique, Valentina Le Quintrec sur RBS. Être sceptique, ce n'est pas douter de tout, c'est refuser de penser à moitié. Le monde court, nous, on s'assoit, on éteint les notifs, on coupe le bruit et on parle. Salut à tous, je suis Valentina Le Quintrec, ravie de vous retrouver comme chaque premier jeudi du mois en direct de 20h à 21h. Vous écoutez Sceptique, soyez les bienvenus sur RBS. Comme d'habitude, vous pouvez réagir à l'émission sur Instagram, YouTube et Spotify, ça s'appelle sceptique.émission. Ce soir, on parle d'une obsession contemporaine, l'humain idéal. On vit dans une société où il faut être performant, optimisé, augmenté. On compte nos pas, nos heures de sommeil, nos calories, nos progrès. On veut devenir la version plus de nous-mêmes, mais parfois on a déjà du mal avec la version du lundi matin. Le cinéma nous montre des héros qui se relèvent après s'être fait écraser par un train. La science-fiction nous promet des humains augmentés, réparables, reprogrammables. Et pendant ce temps, la biologie nous rappelle qu'on se tord encore la cheville en descendant les escaliers. Alors ce soir, on se pose cette question simple mais essentielle. Avons-nous atteint le maximum des capacités humaines ? Au programme 2 parties, d'abord d'où vient ce fantasme d'un humain version 2.0 et puis en seconde partie de soirée, où s'arrêtent réellement les capacités du corps et du cerveau humain. Mais tout d'abord, accueillons ensemble nos invités du jour. Il connaît le cerveau comme d'autres connaissent leur quartier, avec ses rues évidentes et ses impasses surprenantes. Ancien directeur de recherche du CNRS, professeur à l'Université de Strasbourg, il a signé près de 180 publications scientifiques. Il dirige le laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives, où il étudie la mémoire, sa consolidation et ses mécanismes secrets. Promis, on ne vous demandera pas de nous scanner le cerveau en direct ce soir. Bienvenue Jean-Christophe Cassel. Merci, bonsoir. Juste une petite précision, je ne le dirige plus, le laboratoire. Ah oui, mais j'ai dit au passé, mais c'est bien qu'on le reprécise. Il travaille dans cette zone où le film n'est pas encore un film, mais déjà plus qu'une idée. Depuis une vingtaine d'années, il est réalisateur Arte, où il compose des bandes annonces et des récits miniatures qui doivent tout dire en un rien de temps. Lauréat de prix européen et enseignant d'histoire du cinéma passionné, il a appris à écouter les images comme d'autres écoutent la musique. Bienvenue sur RBS, Stéphane Martinez. Bonsoir. Merci d'être là. Fidèle au micro de Sceptique, je souhaite bien sûr la bienvenue à mon compère de longue date, Nicolas Rodier. Comment ça va, mon vieux ? Salut Valentina, ça va super, ravi d'être là. Moi aussi, je suis ravie de vous avoir tous les trois ce soir en studio. Et tout à l'heure, on accueillera aussi un autre invité. On ne dira pas encore tout de suite qui c'est, mais tout de suite, on va partir sur un constat simple. Aujourd'hui, les images vont plus vite que nos muscles. La fiction invente des humains parfaits, optimisés, réparables. Et cet écart avec la réalité de nos corps influence notre rapport qu'on a à nous-mêmes. C'est là qu'on commence, parce que souvent la fiction nous dépasse avant même qu'on ait essayé de bouger. En 1977, Star Wars invente la prothèse cybernétique parfaite, 40 ans avant les premiers modèles réellement fonctionnels. En 99, Matrix imagine l'apprentissage instantané. Aujourd'hui, on en est au podcast accéléré en x2. En 2011, Limitless promet le cerveau à 100%, alors que les neurosciences nous rappellent qu'on ne manque pas de potentiel, on manque de sommeil. Le cinéma, les séries, la pub, les réseaux, tout pousse vers un humain au-delà. Alors Stéphane, pourquoi le cinéma et la culture de manière générale racontent toujours des corps qui dépassent leurs limites ? Alors, pour une petite précision, je vais parler sous l'auspice effectivement de la pop culture, de la science-fiction, etc. et pas du tout de la science. Pour répondre à cette question, en fait, tu vas parler d'hommes augmentés. La première question que les auteurs de science-fiction et les cinéastes posent, c'est d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un être humain. C'est la première question. Peut-être les philosophes se posent aussi cette question. On est croyant, c'est une âme avec une articulation, je ne sais pas. Un biologiste va penser d'une certaine façon, un neuroscientifique va peut-être parler d'impulsion électrique, un philosophe va englober plein de choses, et un artiste va... Peut-être un être humain, c'est quelqu'un qui véhicule des mèmes, c'est-à-dire des informations émotionnelles qui vont rentrer dans la noosphère. On pourrait expliquer ce que c'est tout à l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Une fois qu'on n'est pas d'accord sur ce thème de l'être humain, parce que je crois qu'il n'y a pas de définition claire, nette et précise, en fait, tu nous parles depuis tout à l'heure de l'homme augmenté, tu nous parles donc de transhumanisme. C'est un des sujets actuels. Oui, effectivement, c'est hyper au centre de la question qu'on se pose, l'humain maximalisé. Alors, dis-nous en plus. En fait, le transhumanisme, ça s'appuie sur 3 piliers.
tu l'as très bien dit, l'homme réparé. Ce sont les prothèses, les pacemakers. Et ça, on connaît les pacemakers, on connaît depuis déjà une cinquantaine d'années, tout ça. On connaît tout ça. Après, il y a l'homme augmenté. C'est le deuxième pilier. Et là, les prothèses ou les informations mécaniques qu'on va influer, qu'on va donner à l'être humain, qu'on va implanter, lui permettent d'aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort, etc. On commence à y réfléchir. Alors, pas moi, évidemment, mais c'est-à-dire que si l'espace peut être, en tout cas, une voie de sortie à l'humanité, comment on peut mieux vivre dans l'espace. Donc il faut augmenter nos capacités physiques actuelles. Je ne parle pas, encore une fois, de morale. La morale n'a rien à voir là-dedans. Et le troisième point, et là on n'y est pas du tout, c'est l'homme transformé. Et là, c'est là qu'en fait, l'achoppement du transhumanisme, qui arrive vraiment... Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme, en fait? C'est un fantasme absolu. Ça ne tend que vers une chose, c'est la singularité. La singularité, on pourrait peut-être revenir dessus, de ce que ça veut dire, etc. Et en gros, pour simplifier, la singularité, c'est une espèce de méga data qui nous amène à, le mot je vais le lâcher, à l'immortalité. Le transhumanisme, c'est uniquement une voie vers l'immortalité. C'est le vieil hubris qui remonte depuis la nuit des temps. On en parlait hors antenne avec... Christophe tout à l'heure, c'est vraiment l'hubris, c'est l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, ça commence comme ça. C'est un roi qui veut devenir immortel et qui va défier les dieux. Voilà. Et donc, pour moi, le transhumanisme, on pourra faire la différence avec le robotique, le cyberpunk et puis le post-humanisme est totalement différent. C'est donc l'immortalité. Atteindre l'immortalité. Donc ce serait ça, en fait, l'humain idéal, ce serait un humain qui serait immortel, en fait? Idéal, j'ai pas dit employer ce mot. C'est un fantasme. En tout cas, c'est là que les auteurs de science-fiction, les autrices de science-fiction posent des warnings, des gros warnings. Attention. Parce que pour être très simple, la science-fiction, à part certains romans d'escapisme, etc., ou de littérature d'escapisme, la science-fiction, c'est surtout un warning, ça part de notre temps présent. On parle du présent, on pousse simplement le potard un peu plus loin et on anticipe ce que va devenir l'humanité. Et les auteurs et les autrices de science-fiction se posent vraiment en termes de warning. Attention, est-ce qu'un humain transformé qui est une data, c'est un fantasme qui va tendre à l'immortalité? Il y a plein de livres qui parlent que de ça, à la différence du post-humanisme. Jean-Christophe, comment vous imaginez, vous, de votre côté, l'humain augmenté, l'humain idéal, ça serait quoi pour vous? On va déjà commencer par essayer de définir ce qu'est un être humain, et puis je vais vous donner ma vision des choses qui est peut-être un peu plus terre-à-terre que la tienne. Pour moi, l'humain, c'est un animal, au même titre que n'importe quel autre type d'animal, qui est le point d'aboutissement d'un processus de transformation qu'on appelle l'évolution. Cet animal est doué de capacités cognitives absolument exceptionnelles par rapport à d'autres animaux, mais quand on regarde de manière un peu plus précise comment il fonctionne, on s'aperçoit que les outils qu'il a à sa disposition, autrement dit, dans ce qu'on appelle son corps, sont finalement très semblables à ce que d'autres animaux, alors pas forcément tous, ont comme outils pour se déplacer, pour se nourrir, pour se reproduire. Et ces outils, si je pousse un tout petit peu la métaphore, je vais tout simplement les regrouper dans une espèce de couteau suisse. Et donc si on pouvait comparer ce couteau suisse au corps, reste encore à animer ce couteau suisse. Et pour animer ce couteau suisse, les animaux, dont l'humain, disposent d'un système nerveux qui fonctionne selon les mêmes règles à travers le règne animal. Ce système nerveux fonctionnera chez l'humain avec des neurones qui véhiculent un message électrique qui peut se propager dans certaines situations directement à d'autres neurones tels quels, mais qui la plupart du temps, en ce qui concerne l'humain, utilise un médiateur, une molécule. On en a un peu plus d'une centaine dans notre organisme. Ces molécules sont tout à fait comparables à des molécules qui sont utilisées par exemple par des lombrics ou par des grenouilles. Et de ce point de vue-là, aspirer à des choses comme l'immortalité, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit la priorité absolue du système nerveux central. On sera peut-être plus dans quelque chose qui relève de la culture et de la projection de l'humain dans un univers peut-être philosophique et fantasmatique. Comment se fait-il que le cerveau soit tout de même attiré par des fictions comme celle-ci d'humains super puissants?
Je pense qu'il faut chercher la raison dans les racines profondes de ce qu'a été ou de ce qu'est devenu l'homme au cours de l'évolution. Si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, prenez par exemple la théogonie d'Hésiode. La théogonie, c'est grosso modo l'histoire de la création des dieux. Ces dieux sont tous dotés de pouvoirs absolument surnaturels, et donc quelque part le fait qu'on puisse imaginer une telle multiplicité de divinités avec autant de pouvoirs, je pense que quelque part il ne faut pas le voir comme quelque chose qui vient des dieux vers l'humain, mais quelque chose qui trouve sa source directement dans l'univers fantasmatique de l'humain, qui va créer ces divinités dans une démarche qui finalement se nourrit de ce qu'il aimerait peut-être être par rapport à ses propres limites. Stéphane, tu avais déjà vu les choses sous cet angle en pensant à la SF ? Mais complètement. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois qu'on parle d'évolution à juste titre. Et il y a toujours un bouquin de Stéphane Baxter qui s'appelle Évolution, puisque je ramène toujours à la pop culture que je connais, et justement qui parle de l'évolution du premier primate. Enfin, il est parti d'un primate, d'un petit pourga, je crois, il y a 50 millions d'années, et il va dans le futur jusqu'à 50 millions d'années plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'évolution humaine dont on vient juste de parler, là, est conditionnée par l'environnement, en fait. C'est vraiment l'environnement qui conditionne l'évolution de l'être humain et qui va le faire se transformer, se dresser, avoir plus loin, chasser parce que les terres repoussent, etc. Une fois que le dinosaure est mort, etc. Il raconte tout ça. Et quand il se projette 50 millions d'années dans le futur, l'être humain est toujours tributaire de cet environnement. C'est aussi Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, j'en parlais tout à l'heure, dans la scène d'introduction. Or, justement, le transhumanisme dont on parlait, l'homme augmenté, l'homme transformé, ça a la prétention, ou le fantasme, et là je suis complètement d'accord avec ça, de changer, de ne plus évoluer en fonction de l'environnement, l'espèce de biosphère, etc., mais au contraire de créer son propre environnement. Et donc ça s'affranchir des normes justement dont on parlait, le corps, les limites du corps dont vous allez parler tout à l'heure, etc. Et c'est ça, depuis 50 ans, depuis le cyberpunk en gros, on a évolué de cette façon-là, de cette façon de penser. Et les recherches actuelles, des grands mathématiciens, etc., enfin grands dans le sens qu'on a un certain pouvoir, une certaine écoute auprès des GAFA, etc., et d'autres, justement, veulent court-circuiter le principe évolutif normal de l'évolution. Et ça, c'est 50 ans, ça se précipite depuis 50 ans. Et puis ça va de plus en plus vite. La science va très très vite, c'est très très vite. Et du coup, maintenant, si on s'affranchit de l'évolution effectivement normative, on va dire, celle qui conditionne l'évolution humaine, c'est pour ça que la question, qu'est-ce qu'un être humain ? Pourquoi le corps ? À quoi il nous sert ? C'est une machine qui transmet les informations. Mais le fantasme, c'est d'être une data immortelle, encore une fois, puisqu'on s'affranchit complètement des évolutions. J'en profite pour faire une différence un peu provocatrice, mais tout à fait, même si c'est un peu le même creuset, il ne faut pas confondre robotique, donc mécanisme, machinisme, et transhumanisme. C'est même complètement opposé. Le robot, depuis Capek dans les années 20, ou Frankenstein si on veut, puisque voilà, de 1818 de Marie Shelley, c'est créer une créature artificielle qui va reproduire le schéma humain, donc se rapprocher de l'humain, d'où les fantasmes de la machine qui prend le pouvoir. Le robot veut dire travail en tchèque. Voilà, c'est la classe prolétaire qui prend le pouvoir, etc., sur l'humain, qui se révolte, etc. Donc on crée une artificialité qui se rapproche de l'humain. Alors que le transhumanisme, en tout cas tel que théorisé en termes de fantasme, d'immortalité et d'évolution, de singularité, donc d'être une espèce de métadata, on va dire, pour simplifier, il n'y a pas de terme puisque ça n'existe pas encore, mais c'est un vrai travail. C'est l'inverse, c'est faire de l'humain une machine. C'est tout à fait inverse. Et ça, c'est très intéressant, mais c'est très dangereux, très dangereux. On s'affranchit de l'environnement, donc on parlait de sensations, d'émotions, etc. Encore une fois, qu'est-ce qui véhicule ? Pourquoi un corps, enfin une absence de corps n'aurait peut-être plus besoin de ces émotions que nous on connaît, et dont on profite. Si on s'affranchit de l'environnement, on n'a plus besoin d'émotions, en tout cas charnelles. Et pour terminer sur cette espèce de petite différence entre la robotique, le transhumanisme, on confond un peu, dès qu'il y a la machine, on confond un peu. Il y a un courant contre justement ce transhumanisme qui est apparu dans les années 80 à peu près, qui est le post-humanisme. Et qui justement, et là ça revient complètement à ce qui a été dit juste avant, qui refuse cette espèce de machination, enfin machination, je ne sais pas comment on peut dire, excusez-moi. Ce machinisme de l'homme. Ouais. Et pour le remettre, c'est complètement, ça rebondit complètement à ce que tu as dit tout à l'heure, le remettre au cœur, au milieu de son environnement, beaucoup moins ethnocentré, c'est-à-dire anthropocentré même, c'est-à-dire avec les animaux, avec la nature, etc. Et ça, c'est un courant où les transformations, l'homme transformé va s'intégrer à cet environnement. De nouveau, c'est le post-humanisme qui est en opposition avec le transhumanisme, qui lui s'affranchit des normes de l'environnement.
Est-ce que justement à cause des images comme ça qu'on consomme, Jean-Christophe, vous pensez qu'on peut un peu de manière psychique penser qu'on peut être plus puissant que ce qu'on est vraiment? Dans ces relations qu'on peut avoir à la BD, au film de science-fiction, au roman de science-fiction, où effectivement on joue librement d'un affranchissement des contraintes de l'environnement sur les capacités, qu'elles soient cognitives ou motrices, physiques, de l'humain. Je ne suis pas tout à fait certain que quand on est engagé dans un processus identificatoire, parce que ça, on peut difficilement y résister. Quand on lit une BD, quand on regarde un film, on a une relation particulière avec les héros de cette BD et de ce film. Et c'est une relation qui relève probablement de l'identification sur des bases fantasmatiques, d'éventuelles projections de soi-même dans des capacités dont on sait pertinemment que physiquement ou cognitivement, on n'arrivera pas à faire l'équivalent. Mais on est obligé, parce que sinon la BD, sinon le film, on ne le suit pas, ça n'est pas intéressant si on n'a pas cette possibilité identificatoire. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est à double tranchant, parce que là où ça a un côté jouissif, on va engager dans cette démarche les centres du plaisir, hein, les fameux circuits de récompense, sinon on n'y reste pas ou on n'y revient pas. Là où ça c'est à double tranchant, c'est qu'il y a ce côté jouissif, et en même temps, il y a une potentielle déception, parce que si le processus identificatoire est extrêmement fort, à un moment donné, on revient à cet environnement qui a, d'une manière ou d'une autre, par le biais de processus de sélection au cours de l'évolution, adapté l'outil cognition humain aux contraintes qu'il exerce sur l'organisme. Et là, effectivement, on va se rendre compte que quand on va vouloir soulever une voiture, ça marche pas. Et si on insiste, soit on se pète une articulation, soit on se pète un muscle, soit on se pète un os. Parce que l'organisme n'est pas construit sur la base d'une possible adaptation à ces espèces de fantasmes dans lesquels on se projette. Mais encore une fois, je le dis, on n'a pas d'autre solution, sinon ce qu'on nous propose dans le périmètre de la science-fiction, ça devient insipide, inintéressant, et ça s'éteint. Mais est-ce que le fantasme peut quand même quelque part aider à se rendre meilleur? C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'aura jamais la vision nocturne ou des choses comme ça, entraîner ses yeux, quand on voit un personnage qui a des meilleurs yeux, tout ça, entraîner son corps, on va quand même le pousser, on va l'améliorer finalement. Oui, je pense même qu'on va faire ça sans avoir besoin de recourir au fantasme. Si vous prenez quelqu'un qui s'engage dans une activité sportive régulière, forcément, il va améliorer ses performances jusqu'au maximum des capacités de son organisme. Ça peut l'emmener jusqu'à disputer des Jeux Olympiques, ou ça peut l'emmener jusqu'à être un professionnel dans un sport d'équipe, mais ça peut aussi l'emmener simplement jusqu'à rester sportif dans un petit club de village, ou ne pas dépasser la célébrité dans les 2 premiers étages de son immeuble. Donc on n'a pas forcément besoin de se nourrir de ces fantasmes pour se surpasser. On peut le faire par rapport à soi-même, on peut le faire par rapport à d'autres, tout en restant dans la réalité. De là à dire que d'être confronté à ces surcapacités humaines ne peut pas du tout nous donner envie de nous en approcher, je dirais que j'en sais strictement rien, mais que c'est totalement possible. Le cerveau n'a pas besoin forcément d'exemples? Si, il a besoin d'exemples, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'il ait besoin des exemples qu'on lui propose dans le registre de la science-fiction. Il a autour de lui un nombre d'exemples suffisamment éloquents, parlants. Je vais juste prendre un exemple. Regardez les frères Lebrun au ping-pong. Ils sont passés grosso modo de l'inexistence à la célébrité en très peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? Dans la foulée, on a vu que dans les clubs de ping-pong de pratiquement tous les bleds où on jouait au ping-pong, il y a eu un engouement de la part de la jeunesse pour venir s'inscrire, pour venir s'entraîner. Probablement que les performances des frères Lebrun vont même entraîner une certaine forme d'endurance dans la volonté à participer à ces entraînements. Donc là, j'ai pas besoin de super-héros
dans la SF. J'aurais pu prendre l'engouement pour le football avec des gens qui tractent des jeunes comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Il y a d'ailleurs même tout un business qui se fait autour de ça. On vend des maillots à des prix pas possibles, mais en plus les gens les achètent. Et s'il n'y avait pas ce processus identificatoire, ce business-là, il resterait lui aussi dans le registre du confidentiel. Et du coup, est-ce que la fiction, selon vous, crée peut-être une espèce de frustration corporelle aussi toi, Stéphane, qui est fan depuis ton plus jeune âge, est-ce que tu as déjà été frustré de ne pas avoir des super pouvoirs ? Non, les miens me suffisent largement pour ce que j'en fais. Non, mais plus sérieusement, c'est très marrant de parler de super pouvoirs parce que là, on dérive un petit peu vers le mythe du super-héros. C'est très américain, en fait. Mais si les Français avaient le nyctalope dans les années 20, ça s'appelle le merveilleux scientifique. Ça s'appelait pas encore science-fiction. Le savant fou qui implante des choses, etc. Encore une fois, la science-fiction, par rapport au mythe du super-humain, de l'homme augmenté, etc., est vraiment, à l'heure actuelle, surtout en France, beaucoup de l'ordre, vraiment, encore une fois, du warning. Je prends par exemple le mouvement cyberpunk des années 80 à peu près, qui va finalement engendrer ce qu'on va appeler le transhumanisme plus tard, puisque c'est l'homme relié à une machine, une grande société, etc. L'homme, dans le courant cyberpunk, le premier roman, un des plus connus, c'est évidemment le Neuromancien de William Gibson, en 84, je crois, de mémoire. L'homme est toujours relié à une entité supérieure, mais qui n'est pas du tout déifié, qui n'est pas un mythe, etc., qui est la société. Une société, dans terme premier, les GAFA, etc., tous les courants cyberpunk confrontent l'homme relié à une espèce d'organisme qui dirige le monde. Et l'homme n'est plus qu'un outil. Alors pour le coup, on oublie ses capacités physiques, etc., puisqu'il doit faire ce qu'on lui dit faire. C'est vraiment tous les thèmes du cyberpunk qui est ça. Et c'est de là qu'on va aller plus loin sur le transhumanisme. Et donc, dès le départ, la science-fiction, comme pour le robot, comme Frankenstein, l'hubris, encore une fois, on crée quelque chose de plus fort que nous, ça se révolte toujours contre l'humain. C'est la bagarre. Encore une fois, Capek, quand il fait Rure, il écrit la pièce de théâtre Rure, RUR, Rossum Universal Robot, je crois, de mémoire, mais tout en garde, le robot. Attention, le machinisme va tuer l'homme, va le remplacer. Donc dès le départ, pour moi, il n'y a pas de fantasme du super-héros ou du super-pouvoir. Ou en tout cas, c'est pour les détourner, pour dire attention, il ne faut pas que quelqu'un en ait. C'est vraiment toujours de l'ordre du warning. Encore une fois, c'est pour ça que, encore une fois, je reviens là-dessus, le mouvement post-humaniste. Calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est plutôt une espèce de fascination, du coup, en fait. C'est une crainte, tout simplement, je pense. Et en même temps, fascination, tu as raison, si on parle, on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé d'immortalité, qui est le fantasme absolu du transhumanisme. Oui, il y a une fascination, mais pour arriver, le problème que se posent les auteurs et les autrices de science-fiction, c'est qui va en profiter ? Donc on est très social. Puis ça nous paraît peut-être plus proche en 2025 aussi, qu'il y a 50 ans. Ça va très vite, ça va très très vite. Le mouvement cyberpunk, c'est 80, l'homme relié à la machine. Donc, mais qui va payer les frais ? Qui va avoir droit à ces implants, à cette vue future peut-être différente et peut-être meilleure ? Donc c'est un vrai problème social. C'est pour ça que dès le mouvement de cyberpunk des années 80, on mettait en garde contre, attention, qui dirige quoi ? Et c'est pour ça aussi que les auteurs de science-fiction mettent vraiment en garde, attention, qui va profiter de ces nanotechnologies, de ces implants, de cette espèce d'immortalité. Il y a un roman de Norman Spinrad qui s'appelle Jacques Baron et l'éternité en français, qui parle de ça. Quelqu'un qui est un petit peu révolutionnaire, qui se moque, qui parle des médias, qui se moque des pouvoirs et tout, jusqu'au jour où il y a un projet d'immortalité par un millionnaire, etc., peu importe, une grosse société, et on lui propose, écoute, tu fermes ta gueule, Coco, et puis on te promet l'immortalité. Qu'est-ce que je fais ? Si moi on me propose, qu'est-ce que je fais ? Et là, j'avoue que mes sensations, mes passions bassement humaines ou follement humaines, je me poserai la question. C'est pour ça qu'à la fois c'est du fantasme, c'est une crainte, mais c'est un mélange et on ne sait pas où on va. Ça reste pour l'instant du fantasme. Sachant que, regardez ce qui se passe avec l'IA, et je pense que est-ce que les contacts humains sont aussi présents maintenant qu'il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans ? Il faut être un philosophe, un sociologue pour étudier ça. Mais on se passe très bien de plus en plus du contact humain, donc du côté charnel dont on parlait du corps, quoi. Et Jean-Christophe, du coup, comment on peut se servir de ces imaginaires pour se pousser soi-même plus loin dans ces retranchements Comment ça peut se retranscrire ? Je peux juste réagir à propos de Stéphane là, tout à l'heure. Moi, j'ai une idée assez claire sur le type de cible pour ces implants, comme tu dis, pour ces nanotechnologies. Et d'ailleurs, ça se fait déjà dans le domaine des neurosciences. Il n'y a pas si longtemps, il y a une équipe à Lausanne qui est constituée d'ailleurs d'un neuroscientifique français et d'une neurologue suisse
qui ont réussi à refaire marcher un paraplégique. Quelqu'un qui avait eu un accident de moto une dizaine d'années avant, qui a passé cette dizaine d'années dans un fauteuil, incapable de remarcher, et à qui on a mis des implants directement au contact du cortex moteur. Donc ce sont deux parties du cerveau qu'on utilise pour nous déplacer, pour piloter le fameux couteau suisse dont je parlais tout à l'heure, qui détecte l'activité électrique de manière bilatérale, relié à cette activité électrique est transmise à un ordinateur que l'individu porte sur son dos, et l'ordinateur lui-même orchestre un programme de stimulation d'électrodes qui sont placées au contact de la moelle épinière et qui permettent à cet individu de remarcher. Donc moi je dirais, avant d'essayer d'amener l'humain au-delà de capacités qui sont finalement la résultante d'un processus évolutif qui l'adapte assez bien encore à l'environnement dans lequel il fonctionne, si déjà on a la possibilité de piloter une partie du fonctionnement du système nerveux qui orchestre en quelque sorte l'utilisation du couteau suisse, essayons peut-être en priorité de l'utiliser pour redonner des capacités à des personnes qui, à la suite d'accidents, de quelque ordre qu'ils soient, en ont perdu une partie. Oui, on fait pareil pour les sourds, d'ailleurs, on peut leur créer des implants cochléaires, des choses comme ça qu'ils entendent. Mais c'est marrant, vous avez vu le BINS qu'il faut pour redonner une motricité, par exemple, dans cet exemple présent, c'est un BINS terrible. Et si on avait directement accès avec sa mémoire et son cerveau, c'est ça en fait aussi le vrai débat. Oui. Là, on répare un mécanisme, et si on se passe de l'organisme, du mécanisme, pardon, et on garde le cerveau. Et donc, on en revient à la question du début. Qu'est-ce qui définit un être humain ? Est-ce que c'est sa mémoire, sa pensée ? Il y a un roman de Philippe Cadic, tout le monde connaît Dick, Ubik, où c'est marrant parce que les grands esprits, à leur mort, par des influx électriques, effectivement, de neurosciences, ont une espèce d'autonomie de mémoire, même s'ils sont demi-morts, il appelle ça un demi-mort, qu'on peut solliciter pendant un certain temps, c'est comme une espèce de batterie qui s'éteint lentement, et on profite au maximum de ses capacités tant qu'il a un corps, même s'il est mort, son cerveau fonctionne encore grâce à les impulsions. Et du coup, on va chercher dans la mémoire et dans l'esprit humain la façon d'améliorer sa propre existence. Silverberg a fait la même chose avec un bouquin qui s'appelle Revivre encore, une espèce de pléonasme, c'est pareil. Et du coup, voilà, on a accès directement à la mémoire et non pas au mécanisme du corps. On va conclure là-dessus et juste avant de plonger dans la réalité biologique, on va s'offrir une petite pause musicale. Merci beaucoup Stéphane Martinez d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as une petite recommandation culturelle à nous faire avant de nous quitter ? Oui, relisez 2001, l'Odyssée de l'espace, le bouquin de Arthur C. Clarke ou le film de Kubrick, parce qu'il parle de HAL 9000, l'espèce d'omniscience absolue qui va détruire les humains, et un sacré warning aussi, parce que l'ordinateur, la conscience universelle la plus intelligente ment, se trompe pour tuer l'humain, en gros, pour simplifier. Ok, on note tout ça. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle de dépassement, de tension, de réinvention, on va s'écouter un morceau qui dénonce les dérives de son époque avant tout le monde. Détendons nos neurones avec MC Solar et son titre Nouveau Western. À tout de suite.